vous allez pouvoir apporter votre expérience que vous avez avec Edmut et nous donner des suggestions. En tout cas, ça sera intéressant comme discussion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est joint à nous? Oui, Denis Allé. Ah, bonjour Denis. Laetitia, Oui. ça va bien? Oui, toi-même. Bon, oui. Alors, ça va être une belle discussion. Ah, on a eu un troisième participant. Qui d'autre se joint avec nous? Annie Vachon. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis votre modératrice, Laetitia Muresson de Montréal. Alors, Docteur Vachon, vous êtes où exactement? Infirmière. Infirmière, d'accord. Oui. Mais ça me fait plaisir, là, docteur. Oui, c'est ça. Bon. Alors, Docteur Allé, vous avez une grande expérience, alors je compte sur votre interférence dans tout ça pour nous dire qu'est-ce que vous pensez et puis comment ça se compare à votre pratique. D'accord. Alors, je pense qu'on attend Dr. Donald Rivet. Dr. Mirzan, so he is unable to join tonight. We, just for a full roll call before we get started, we have Lynn Boutin, who is Dr. Anna Maria Trudel's nurse, Denis Allé, Dr. Emmanuel Lapointe, Dr. Witkowski, and Annie Vachon, who just introduced herself. So that is who is on the line tonight. I'm Stuart Menzies from CTC speaking now, but Dr. Mirzan, I think we can get going. OK. Parfait. Alors, je pense que tout le monde a rempli l'étude qui a été proposée par Biogène. On a eu un total de 33 neurologues qui ont participé. Et avec une... so you can bring me to... we're going to be on slide number 5 now. And switch to number 6, please. Alors, on a eu surtout une participation du Québec ainsi que de l'Ontario avec la plupart du monde qui était en pratique solo pour 44 et puis 18 en hôpital et 18 en universitaire, avec un très bas pourcentage de l'Ouest qui ont participé dans l'étude à 15 et avec une grande partie qui était en clinique de sclérose en plaques, ce qui nous aide. On a donc avec un soutien de presque 80 pour les infirmières. Comment est-ce que ça se compare? Donc, par exemple, je n'ai pas entendu Dr. Lapointe. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai fermé mon micro parce que mon chien ne veut pas me quitter et donc je ne voulais pas que vous l'entendiez. Ah ben, on ne fera pas ça. J'ai commencé à travailler à Sherbrooke, au CHU, en fait, en septembre. Puis avant ça, j'avais fait ma formation de médecine et ma résidence à Sherbrooke, puis un fellowship en sclérose en plaques à UBC à Vancouver. Bon, bien, parfait. C'est que vous allez pouvoir nous donner une vision de l'Ouest qui manque. De l'Ouest, exactement. Parce qu'on a juste eu très peu de participants de l'Ouest canadien. Ça a été surtout le Québec et l'Ontario qui ont participé. Alors, if we can go to the slide number 7, qui est le premier cas hypothétique. Alors, c'était le cas de Catherine, 27 ans, qui était célibataire, s'était présentée avec une névrite optique droite depuis 2 mois et qui avait reçu un traitement de stéroïdes, donc en intraveineux, et qui, à l'examen neurologique, révélait juste une désaturation probablement aux couleurs dans l'œil droit. Et elle avait un EDSS de 0.
Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait comme antécédent un autre épisode, qu'elle avait un engourdissement de l'hémicorps droit qui avait duré 2 semaines, qui était arrivé comme une année avant. Et puis là, donc, elle avait eu une résonance magnétique. Elle avait surtout des lésions au niveau cérébral. Elle n'avait rien dans la fosse postérieure, tronc cérébral et rien au niveau de la moelle épinière. Donc, on avait un diagnostic de sclérose en plaques récidive rémitante. Et là, il fallait discuter les options, choisir des options thérapeutiques. Alors, elle avait dit au neurologue qu'il avait rencontré qu'elle était fiancée et puis qu'elle avait l'intention de démarrer une famille dans dans les années qui suivent. Alors, les gens ont, if we can go to slide 8, alors les gens ont opté surtout pour le Copaxone. Est-ce que c'est le consensus avec tout le monde ici que ça aurait été votre choix numéro 1, le Copaxone, chez cette patiente? Alors, on va demander à la personne la plus à l'aise, Dr. Witkowski, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, c'est vrai que les injectables, j'avoue que j'ai prescrit de moins en moins parce que je trouve que pour la qualité de vie, c'est pas super. Et puis la Copaxone, surtout pour une jeune femme qui en général est un peu plus coquette, ça peut laisser des lipodystrophies dans les cuisses et une jeune femme n'a pas vraiment envie d'avoir de la lipodystrophie dans les cuisses. C'est vrai que pour la grossesse, c'est un des meilleurs choix. Moi, j'ai répondu Tecfidera parce que personnellement, c'est un traitement que je trouve plus efficace que la Copaxone et qu'en plus, en 24 heures, il est éliminé du sang. Donc, au moment du désir de grossesse, on peut l'arrêter et puis laisser la patiente tomber enceinte. Donc, c'est vrai que c'était plutôt ma réponse, c'était plutôt Tecfidera pour les raisons que je viens d'évoquer. Et donc, docteur Lapointe, vous allez nous donner le Sherbrooke et Colombie-Britannique. Oui, en fait, moi, j'avais pas non plus répondu Copaxone. Là. Moi aussi, c'est rare maintenant que je prescris un injectable, à moins que le désir de grossesse soit vraiment plus rapproché, là, où je pense que là, on peut considérer du Copaxone ou plus que les autres injectables. Moi, je me souviens plus si j'ai répondu Aubagio ou Tecfidera, mais ça aurait été 2 options que j'aurais considérées à condition que la patiente ait une méthode de contraception et qu'on puisse planifier la grossesse assez d'avance. Je crois que si elle a un désir de grossesse seulement dans quelques années, elle a le temps d'être intolérante à un médicament, de l'échouer, de changer, on a le temps de faire le wash-out, donc tant que elle est au courant qu'on ne peut pas tomber enceinte sur Aubagio, puis qu'il faut au moins faire le wash-out, mais je le considérerais quand même dans les options, là, personnellement. Et docteur Allais? Oui, moi, en fait, ça fait, je crois, près de 2 ans, je me souviens pas, la dernière fois où j'ai prescrit un injectable à un nouveau patient. Alors, je me souviens pas si j'ai répondu Aubagio ou Tecfidera, là, mais c'était un des deux, là, que moi aussi, je pense que probablement une efficacité aussi bonne, sinon mieux, et certainement plus facile à administrer. Absolument. Moi-même, de mon côté, j'allais pour les médicaments oraux. Moi, j'ai malheureusement eu des patientes qui ont fait des lipodystrophies et puis c'est pas beau à voir. Alors, surtout quand l'été arrive, mais c'est sûr que en termes... On a un bel été aussi, là. Non, et dans les cliniques, donc, Madame Vachon, comment est-ce que ça se répartit un cas comme ça? C'est quoi votre question précise? Je comprends pas. Est-ce qu'une patiente telle que Cathy, est-ce qu'elle aurait pris du Copaxone ou est-ce qu'elle aurait été plus sur Tecfidera Aubagio? Ben nous, pour les gens qui ont un désir de grossesse, ça s'oriente beaucoup plus vers du Copaxone. Je vous dirais qu'on est quand même assez
on prescrit encore là, quand même beaucoup. Ou Tecfidera, malgré que bon, il y a de notre côté, il y a la lymphopénie qui nous inquiète là, pour même si comme effet secondaire là, qui est arrivé chez certains de nos patients, puis que bon, on est plus moins enclin à le prescrire le Tecfidera maintenant. Donc, je me souviens pas de ma réponse directement. Ça devait être se situer entre Copaxone et Tecfidera. Puis ça reste toujours le choix, en fait, de la patiente aussi, là. OK. On va revenir au choix de la patiente un peu plus tard. Alors, je vais garder ça en tête. Et finalement, Madame Boutin, comment vous situez-vous dans cette situation pour Madame la patiente avec jeune patiente de 27 ans avec la névrite optique qui est avec une sclérose en plaques récidive avec rechute? Et vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement. Parfait, excellent. Ben, comme ma collègue, en fait, on travaille ensemble, là, Annie Vachon et moi, et souvent, c'est ça, ça va être souvent Copaxone chez les jeunes femmes qui ont un projet là, de grossesse. Tecfidera aussi. C'est souvent on laisse le choix là vraiment à la personne. Si la personne a vraiment des peurs des aiguilles puis la lipoatrophie, souvent ils vont aller vers soit le Tecfidera. Parfait. Stuart, I'm going to ask you to put up slide number 9. Donc, on a parlé de cette diapositive. Je pense que les gens ont surtout choisi ont pris leur choix. Si on regarde les pourcentages, ça a été la planification familiale qui, dans les répondants, ont été le choix. Donc, probablement, c'est la raison pour laquelle on a pris le Copaxone. Parce que le Copaxone, si on regarde dans ce que recommande le FDA, il se situe dans une catégorie B. Il y a dans les études animales, il n'y a pas eu de problème au niveau des fœtus, et puis donc quelque chose comme le Tecfidera, il tombe dans la catégorie C avec les interférons bêta, fingolimod, natalizumab. Alors, je vais demander encore une fois, on va recommencer le tour de table. Si on avait une jeune femme qui veut faire une planification familiale, docteur Lapointe de Sherbrooke, comment est-ce que vous procéderiez dans un cas comme ça? Comment procédez-vous? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, là. Est-ce que vous voulez dire pour cette patiente-là en particulier ou en général? En général. OK. Ben, en fait, ça va dépendre du timing, là, du désir de la grossesse, puis je pense, tu sais, de la sévérité de la maladie, de l'activité dans la dernière année, des traitements antérieurs, puis tout ça. C'est sûr que là, bon, on parle actuellement des traitements de première ligne, fait que c'est sûr que moi, ça nous limite parce qu'on est vraiment en première ligne. Je pense pas qu'on discute d'autres médicaments tels que le natalizumab ou les autres qu'on peut donner. Donc, en fait, ben, moi, si le désir de grossesse est dans la prochaine année, ben là, je m'assure en fait, je leur recommande qu'il faut qu'il ait été stable là, cliniquement et radiologiquement dans l'année précédant la grossesse. Si c'est le cas, puis que, ben, s'ils sont déjà sur un médicament, là, par exemple du Copaxone ou même les interférons, moi, j'en discute avec eux là, de la possibilité de le cesser une fois qu'elles sont enceintes versus de le cesser avant. Oui. Puis, plus souvent, ils vont choisir de le cesser une fois qu'ils tombent enceintes, surtout pour le Copaxone. Bon, le continuer dans la grossesse, c'est souvent pas des patients qui sont très actives, là, les patientes qui sont stables sous Copaxone, donc souvent c'est pas nécessaire, puis ils trouvent ça plutôt dérangeant de s'injecter, là, fait qu'ils sont contents d'avoir une pause.
Puis sinon, ben lorsqu'il y a un désir de grossesse dans les 2 années suivantes, là, disons avant 2 ans, ben là, j'ai tendance à aller plus soit vers le Copaxone ou vers le Tecfidera. Puis comme je pense, docteur, je suis pas sûre de prononcer bien ça, là, Witkowski. Vous pouvez m'appeler Ludivine, je pense que oui, ce sera plus facile pour tout le monde. Comme Ludivine mentionnait, c'est facile à arrêter là, quand même du Tecfidera avant de concevoir. Mais si le désir de grossesse est plus éloigné là, qu'1 an et demi, 2 ans, à ce moment-là, moi c'est ça, là, je leur explique qu'il faut qu'on s'y prenne d'avance, qu'on s'assure qu'ils sont cliniquement et radiologiquement stables, puis qu'il faut qu'on fasse le wash-out de l'Aubagio, qu'on s'assure qu'il n'y en a plus dans le sang avant qu'ils conçoivent. Fait que j'explique le fonctionnement de chaque médicament, puis on prend une décision avec le patient. C'est ça. Parfait. Docteur Allais, avez-vous quelque chose? Ça ressemble beaucoup à ce que le docteur Lapointe a dit. En général, par contre, j'ai tendance à vouloir cesser les médicaments avant la conception. Là, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une date précise de conception, vous le savez bien. Sauf peut-être pour le Copaxone qui semble être le plus bénin de tous. Là. Mais donc, si on peut avoir peut-être un 3 mois, là, évidemment. Tout le monde est sous acide folique aussi là, depuis plusieurs mois de préférence. Oui. Et Ludmila? Attendez. Pardon, c'est Ludivine. OK, d'accord, excusez-moi. C'est un prénom très français, oui, Ludivine. Alors, moi, je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit. On a à peu près les mêmes pratiques. Je trouve ça juste un petit peu stressant pour une jeune femme à qui on dit on vous arrête le médicament, la grossesse protège dans la sclérose en plaques, mais avant de tomber enceinte et jusqu'aux 2-3 premiers mois de la grossesse, vous ne serez pas protégée. Donc il faut tomber enceinte rapidement. Et je trouve que c'est un petit peu stressant pour les patientes de savoir qu'elles n'ont pas de protection jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes pour leur maladie et que c'est pas forcément un facteur qui va favoriser la grossesse justement. Donc, moi, j'ai plutôt tendance alors soit à privilégier dans ces cas-là, faire un petit switch sur un interféron ou la Copaxone et puis arrêter le médicament au moment où elles sont enceintes, si c'était une maladie qui était agressive. Pour des patientes qui ont une maladie qui va être moins agressive, on peut les rassurer, leur dire que leur risque de pousser est quand même faible et puis les laisser sans traitement le temps qu'elles tombent enceintes. Tout dépend de l'activité de la maladie, de la sévérité aussi des poussées antérieures. Et puis l'âge de la patiente. Une patiente de 35 ans va peut-être tomber moins vite enceinte qu'une patiente de 25 ans. Je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être pris en compte. Et si les premières grossesses, elles sont tombées enceintes très facilement ou si elles ont mis 1 an, c'est d'autres éléments qui peuvent être pris en compte. Et du coup adapté au cas par cas pour savoir si on va mettre un traitement jusqu'au début de la grossesse ou alors si on va arrêter le traitement et les laisser tomber enceintes sans aucun traitement. Une autre façon, non, c'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on peut aussi, pour des scléroses en plaques très agressives, les mettre sous Tysabri qui va être efficace rapidement, qui va éteindre la maladie rapidement et qui va permettre de façon assez sereine aussi d'envisager une grossesse et on arrête le Tysabri au moment où la patiente est enceinte. Il y a eu beaucoup de bébés nés comme ça qui vont très bien. J'ai une patiente qui a fait 3 grossesses comme ça. Oui, et il y a vraiment, à ma connaissance, aucun effet indésirable, si ce n'est un petit poids de naissance peut-être. Donc ça peut être une façon pour une femme qui a une grossesse urgente avec une sclérose en plaques agressive. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. Comme j'ai dit, j'ai eu une patiente qui m'a fait le coup et à répétition. Par contre, il y a eu un poster qui a été présenté à l'Ectrim à Paris et c'était pour un registre pour les patients qui avaient pris 10 000 fumarates, 47 patientes. Et sur les 47 patientes, il y en avait eu 4 qui avaient eu justement des bébés de petit poids, ce qui est 8%, et il y avait eu 4 patientes qui avaient eu un avortement spontané.
mais ça représente 7 %, ce qui est même moins que la population en général. Alors, c'est juste à... Moi, je pense que si c'est une sclérose en plaques active, le risque de la sclérose en plaques d'avoir une rechute est quand même assez grand par rapport à faire l'arrêt du médicament. Je pense que, en tout cas, alors c'est ça. Il y a un registre qui est présentement, peut-être vous êtes au courant tous, pour le glattimir acétate, donc pour le Copaxone. Et puis là, je pense qu'on n'a pas trop de données pour l'Obadjo en ce moment. Alors, Stuart, can you give us slide number 11, c'est le deuxième cas, qui était le charpentier de 36 ans qui s'est présenté à l'urgence en train d'échapper ses outils avec une faiblesse, rigidité au niveau de la jambe gauche et qui s'était légèrement amélioré, mais il avait de la raideur. Il n'avait pas d'antécédents médicaux, mais ne connaissait pas les antécédents de sa famille. Il y a l'examen, il avait une faiblesse, spasticité de la jambe gauche avec une hyperréflexie, un Babinski à gauche, et puis il avait une ataxie dysmétrie de l'hémicorps gauche, et donc ça faisait un EDSS à 3. Il avait eu sa résonance magnétique. Donc, il a 15 lésions au niveau du cerveau, une qui est positive au GADO au niveau de la protubérance, ainsi qu'une au cervelet gauche et une lésion à C3, C4. Alors, la question, c'est quel aurait été votre traitement dans ce patient-là? Alors, on va commencer par... qui veut prendre la parole? Alors, j'ouvre la parole. Oui. Il semble avoir eu deux épisodes là, assez rapprochés et des épisodes assez significatifs parce qu'il y a des séquelles. Il y a un examen physique qui est peu reluisant avec un EDSS à 3. On sait que 3, c'est un peu la limite là où on peut perdre là, le bénéfice de contrôler la maladie assez vite. Il y a plusieurs lésions. Il y a des lésions dans des endroits aussi de moins bons pronostics. Alors, je pense qu'on doit considérer qu'il y a une maladie sévère et puis il faudrait le traiter là, de façon agressive. Je pense que Tysabri serait une option. Oui. Moi, personnellement, je suis parfaitement d'accord. C'est ce que j'aurais fait aussi. D'autant plus que c'est un homme qu'il n'a pas 20 ans, qu'il est quand même plus proche de 40 ans. Ça fait 2 autres facteurs de risque de mauvais pronostic. Donc, effectivement, le risque de passer en phase progressive est quand même important pour ce monsieur. Il a fait une première poussée qui a mal récupéré, une atteinte du tronc cérébral. Donc, moi aussi, je serais allée directement en seconde ligne. Oui, tout à fait d'accord. Oui, je suis d'accord aussi, même chose. Là. Je n'aurais pas commencé par un traitement de première ligne. Des fois, lorsque les gens ont des assurances privées, là, j'en ai eu un là, qui ont accepté Ocrevus en première ligne. On peut toujours essayer autre chose, mais c'est vrai que le Tysabri, c'est habituellement ça qui va être couvert. Là. Oui. Est-ce qu'il y aurait... Oui. Bon, alors, dans les choix qu'on avait, c'était ça. Il y a eu 9 patients qui ont dit autre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le autre. Ça aurait pu être quelque chose, comme vous dites, Ocrevus ou l'Emtrada, qui aurait été un autre choix pour essayer d'éteindre cette maladie qui est quand même avec un mauvais prognostic, étant donné qu'il a une lésion en cervicale ainsi que protubérance, ce qui est assez inquiétant. On sait que, et puis comme Dr. Allais a mentionné, étant donné qu'il est un homme et qu'il est plus âgé. Alors, can we see slide 14? No, 13, sorry, 13.
Donc, les gens avaient choisi en grande majorité, comme on a fait nous, basé sur la sévérité de la maladie. Alors, là, on peut se demander, on peut se poser la question, est-ce que pour la jeune dame de 27 ans, est-ce qu'on aurait dû choisir un autre traitement pour sa maladie, autre que ce qu'on a dit tantôt? Est-ce que vous auriez été vers une autre molécule si vous l'aviez devant vous? Je vais au choix. Ludivine. Je suis en train d'essayer de me rappeler le premier cas. Le premier cas, c'est la névrite optique. Elle n'a pas de lésion au niveau du tronc cérébral, elle n'en a pas en cervical, donc la fosse postérieure, elle est propre. D'accord. Alors, la patiente, déjà, c'est une femme. Névrite optique en première poussée, c'est plutôt un facteur de bon pronostic. Deuxième poussée, parce que ça, ce qui est bizarre dans son cas, c'est qu'elle a la névrite optique après qu'elle a eu l'engourdissement de l'hémicorps. Ok, donc elle fait quand même des poussées qui ne sont pas médulaires, qui ne sont pas du tronc cérébral, qui ne sont pas de la fosse postérieure. Elle a une névrite optique qui est plutôt, bon, c'est sa deuxième poussée. On dit que la première poussée névrite optique, c'est plutôt bon pronostic. Donc, je pense que c'est sur ces arguments-là de pronostic qu'on aurait choisi d'abord une première ligne pour cette patiente-là, en sachant qu'elle avait fait 2 poussées en combien de temps, cette première patiente? En dedans d'1 année. Ah, d'accord. Mais ça, c'est quand même un argument d'agressivité de la maladie. Donc, je pense que ce ne serait quand même pas une erreur de commencer par une seconde ligne pour elle, même si on est moins inquiet pour cette patiente-là que pour l'homme de 36 ans. Personnellement, j'aurais quand même commencé par une première ligne pour cette patiente. Donc, vous gardez votre première ligne. Oui. Sur les arguments de pas trop de facteurs de mauvais pronostic pour elle, si ce n'est les 2 poussées dans la première année. Docteur Lapointe, est-ce que vous abondez dans ce choix? Je suis d'accord aussi. L'autre argument que je soulèverais, autre que les facteurs pronostiques, c'est quand même l'accessibilité des médicaments. Moi, c'est sûr, dans l'Ouest, j'ai appris à prescrire très peu de Tysabri, comme vous le savez. Mais en fait, c'est sûr que je trouve qu'avec le Tysabri, souvent, on va switcher, là, il y a la possibilité de rebond, le GC virus, etc. Donc, j'en commence en première ligne quand c'est vraiment nécessaire. Puis, comme c'est le seul qui est approuvé, là, qui est disponible, lorsque que la maladie est pas sévère, tu sais, comme cette patiente-là, elle avait quand même fait 2 poussées avec bonne récupération, une sensitive, une névrite optique, donc c'était pas des poussées sévères d'une femme, comme on a dit. Donc là, à ce moment-là, j'ai tendance à commencer par un médicament de première ligne. Mais ça ne serait pas le cas pour ce monsieur que... Non, pour ce monsieur, non, c'est ça, comme on disait, là, il est plus inquiétant. Là. Il y a plusieurs facteurs de mauvais pronostic, puis on sait que c'est toujours mieux de traiter tôt, là, mais particulièrement pour lui, on est plus inquiet que ça aille mal plus tôt, je pense. OK, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Docteur Allais, voulez-vous rajouter quelque chose? Non, je pense que ça couvre pas mal tous les éléments. Moi, j'aurais une question. La dame, est-ce qu'elle avait récupéré complètement de ses 2... Elle avait récupéré de son engourdissement, donc son hémi-engourdissement, mais elle restait avec... sa vision était 20-20, mais elle avait une désaturation aux couleurs. C'est ça ce qu'on nous disait dans le texte. Ah oui, c'est vrai. OK. Ça aurait pu être un argument aussi, là, si elle avait bien récupéré tout ça, là, en tout cas, pour dire que ça peut être une première ligne seulement. Alors là... Oui, pardon. Non, allez-y, j'écoute. Moi, j'ai tendance à sauter sur l'occasion quand je peux les traiter par une seconde ligne, surtout des jeunes femmes qui ont un désir de grossesse, une planification familiale, parce que, par exemple, si on a les critères pour prescrire de la cladribine, et ben au bout d'un an et 4 mois, je crois, ou un an et 5 mois,
on peut leur dire, ben voilà, maintenant vous tombez enceinte quand vous voulez, vous êtes protégés, et il y a un facteur stress qui descend vraiment considérablement pour la planification familiale. Donc, c'est pas le cas pour cette patiente parce qu'on n'a pas les critères pour prescrire une seconde ligne. Mais imaginons qu'on lui donne de Copaxone et qu'au bout de 6 mois, elle refasse une poussée, ben, ce serait vraiment l'occasion de foncer pour lui permettre de faire sa grossesse sereinement en étant traitée par une seconde ligne. Oui, donc je ne sais pas si au Nouveau-Brunswick, c'est le Mavenclad que vous parlez, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. OK. Et vous donneriez, et vous lui direz que dans à peu près 18 mois, elle peut tomber enceinte et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, elle est couverte au moins pour les 4 prochaines années. C'est ça, exactement, oui. OK. Je pense quand même qu'il y a une incertitude par rapport au timing du retour de la maladie là, suite à la cladribine. On pense que ça revient vers 5 ans en moyenne, là, mais moi, personnellement, je pense que ça peut être une option pour faire un pont pour la conception, mais il faut que le désir de conception soit relativement proche du 6 mois après le 2e cycle. Parce que si des fois ça prend assez long avant qu'ils décident de tomber enceinte, qu'ils tombent enceinte, et puis pour moi, il y a encore une incertitude quant à la durée de l'efficacité à long terme de la cladribine, là. C'est tout à fait très important. Si on passe, Stuart, slide 15, sorry. Donc, les gens, en majorité, il y avait prescrit il y avait prescrit du Tecfidera 46%. Et puis ça s'était réparti entre Aubagio et Copaxone. Je pense que ça c'est pour le cas numéro 1. Is that correct? This was for case number 1, right? Stuart? This slide 15? Yeah. Or No, was this it overall? is for case number 2, where Tecfidera is preferred? Yeah, it was for case number 2 for the man, the carpenter. Yes. Is that correct? Yes. OK, donc Je pense c'était que pour c'est le parce cas. qu'on n'avait pas le choix d'un traitement de 2e ligne. Je pense que oui, c'est ça, la façon dont ça avait été créé, j'avais trouvé ça un petit peu frustrant quand j'avais Oui. fait, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qu'on prend, on n'a pas ce qu'on, le Tysabri n'est pas dans les choix. Alors, parce que dans son cas, le monsieur, on sait qu'on veut améliorer son niveau de déficit neurologique et on sait que avec le Tysabri, après 1 an, on peut même baisser son EDSS, le faire passer de 3 à aussi bas que environ 1,5. Alors, on peut perdre, ça avait été présenté encore une fois, je pense, au Extreme, l'étude TOP. Stuart? La diapo qu'on a devant nous, selon moi, ne concerne pas le cas numéro 2, là. Oui, c'est ça. Ça me laisse perplexe. Ouais. Are you sure, Stuart, it was slide for the patient number 2? Yeah, where Tecfidera is selected 46% of the time? Yeah. That was for patient 2? Oh, sorry. No, I apologize. For patient number 1, this slide yes. saying, I apologize. No, this slide says, in the last year, what has been your medication of choice? Okay. First line multiple sclerosis. Okay. I apologize. Okay, so it's me who misunderstood this slide. OK, alors, comme Stuart a dit, c'est en général, ça a été Tecfidera qui a été la molécule prescrite par les neurologues qui ont participé dans l'étude comme première ligne. Mais ça s'applique, c'était en général et pas en particulier au premier ou au 2e cas. Est-ce que ça reflète ce qui se passe dans les cliniques de sclérose en plaques? Alors, la question, c'est pour Mesdames Vachon ou Boutin. Oui, mais moi, je suis surprise que, c'est ça, je voulais dire un commentaire. Je suis surprise pour que ce soit le Tecfidera.
Parce que nous, pour moi et Lynn, c'est un médicament qui a vraiment perdu beaucoup de popularité là, en lien avec certains cas, comme je le disais plus tôt, qui ont eu des Lymphopénie. Oui. Puis difficilement, qui remontaient pas par la suite, ce qui nous bloquait dans le choix d'instauration de d'autres médications. Puis nous, ça nous a comme fait un peu peur. Puis les neurologues ont prescrit beaucoup moins ça. Donc, je sais pas où est-ce que les gens qui ont répondu, ça se situait plus. Je ne sais pas dans quelle province. Là, c'est overall, on représente c'était les réponses Québec, l'Est, Ontario et c'était surtout ça. Donc, c'était overall sur ceux qui avaient participé. Mais dans les gens qui sont présents en ligne présentement, est-ce que vous avez eu des cas de lymphopénie inquiétants qui remontaient pas? J'en ai eu un, mais qui a fini par remonter. Moi, j'ai tendance à utiliser plus Aubagio que Tecfidera, mais c'est les deux que j'ai utilisés dans la dernière année. Je n'ai pas utilisé d'injectable. OK. Mais moi, j'en ai eu une aussi qui a mis plusieurs mois à remonter, mais pareil, qui a finalement remonté. Mais elle a dû mettre entre 6 et 8 mois quand même avant de remonter. Et moi, je prescris un peu plus de Tecfidera parce que j'ai eu pas mal de patientes qui avaient des échecs d'Aubagio avec des prises de contraste qui persistaient malgré le traitement par Aubagio. Et bon, c'est une expérience qui m'avait un peu refroidi sur l'Aubagio, que je prescris toujours, mais que je vais garder vraiment pour des patients qui vont bien, qui ont fait des petites poussées, qui ont bien récupéré. Et voilà. Mais ça reste les deux que je prescris beaucoup plus en première ligne aussi. Si je peux me permettre, nous, souvent, des fois, ça arrive souvent qu'à l'Aubagio, il manque d'efficacité. Et au lieu de passer à une autre première ligne, on a comme l'option d'aller dans la deuxième ligne. Souvent, ils vont aller au Gilenya quand l'Aubagio ne fonctionne pas. On peut arriver à leur donner cette molécule-là. Moi, j'ai un patient présentement sur Gilenya qui a une lymphopénie, puis j'attends que ça remonte. Non, c'est normal sur le Gilenya qu'il y ait une lymphopénie. Ils sont tous en lymphopénie, les patients qui sont sous le Gilenya. Mais oui, mais et ça dépend aussi du degré jusqu'à un certain point de lymphopénie. Là, il y a des gens qui sont nerveux. Là. On les maintient, en tout cas les neurologues chez nous, les maintiennent facilement dans des grades 3, 4, sans assez longtemps. Oui. Mais c'est aussitôt qu'on arrête le Gilenya, les lymphocytes reviennent à la normale dans les semaines qui suivent. Donc, c'est pas inquiétant parce que souvent, on le voit régulièrement. Par contre, le Tecfidera, nous, on n'a pas eu des bonnes expériences. C'est des gens que ça fait des mois, et puis même, il y en a un, c'était au-dessus d'une année, là, les lymphocytes, ils ne sont pas encore augmentés là, suite à la prise du Tecfidera. On le voit souvent aussi chez des patients qui sont plus âgés, que les lymphopénies restent plus longtemps là, avec le Tecfidera. Mais ça nous limite beaucoup là, quand ils sont en lymphopénie suite à du Tecfidera. Gilenya, je pense qu'on n'a pas vu qu'ils n'ont jamais remonté. Ils ont toujours remonté les patients avec le Gilenya. On a quand même plusieurs patients, on a plusieurs patients au Gilenya qui à un moment donné, il faut les changer aussi. Souvent, ils vont changer pour soit au Crévus ou... c'est ça. C'est ça. Mais moi, ça fait pas assez longtemps que je suis là pour avoir attendu 1 an là, que ça remonte. Mais, non, mais c'est incroyable. Non, on est désespérés, là, cette personne-là, là, de voir qu'on n'est pas capable de... On l'a mis à l'Aubagio, il est redescendu en lymphopénie aussi. C'est difficile, là, mais il y a eu plusieurs cas de Tecfidera. Comment? À Sherbrooke aussi, il y en a eu comme ça, là, oui, comme vous décrivez. Oui. Souvent, c'est quand il y a un échec à une première ligne, souvent, on va tout de suite monter à la deuxième ligne. Là. So, Stuart, can you give us a slide number 16, please? Yes. Alors, cette diapo, alors c'est intéressant, on va faire un tour de table. Je vais commencer avec Dr. Allais, qui est le plus à l'ouest.
Est-ce que ça représente pour vous la fréquence à laquelle vous allez voir vos patients en première ligne? C'est-à-dire que si la maladie est active, vous les voyez aux 3 mois, puis si elle est moins active, donc comme le patient numéro 1, vous le voyez aux 6 mois. Est-ce que ça représente votre pratique, ça? En général, c'est surtout, c'est ça, si c'est une maladie très active, ça peut être 3 mois ou même, il n'y a pas de limite, ça peut être au mois, là, si c'est, il y a des problématiques à ajuster, mais en général, c'est ça, c'est 3 mois. Pour les gens qui sont sous médication, mais qui ont une maladie bien stable, c'est 3 à 6 mois, disons 4 à 6 mois, là. Oui, c'est à peu près ça. Ceux que je vois une fois par année seulement, c'est habituellement des patients qui ne reçoivent aucun traitement, là. OK. Donc, par exemple, des gens qui avaient la sclérose en plaques depuis beaucoup d'années, puis qu'ils ont passé, ils ont un EDSS plus élevé, puis c'est juste pour faire un suivi. Ou encore par choix, qui ont une maladie stable, qui décident de ne pas recevoir de traitement et qui ne détériorent pas, évidemment, parce que quand un patient détériore, on leur dit toujours, vous nous appelez, puis on trouve de la place. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et Docteur Lapointe à Sherbrooke? Oui. Ben moi, quand je commence un nouveau traitement, je les revois toujours après 3 mois, là, peu importe le degré d'activité. Tu sais, je veux dire, ben, parfois avant 3 mois, là, s'ils ont une maladie plus agressive, mais au moins là à 3 mois. Puis après ça, s'ils vont bien, à peu près aux 6 mois aussi, là, à moins que. Mais là, ça fait pas encore 1 an que je suis là, aux années, là, mais c'est ça. 3 mois. Bientôt. J'aimerais ajouter que nous, on est jumelés à un centre de perfusion dans notre clinique, ce qui fait que c'est très facile pour nous d'être alertés au fait qu'il y a des changements. Là. Donc, souvent, on va leur dire bonjour si on est là, chaque mois lorsqu'ils viennent pour leur perfusion. Alors, c'est certain que c'est un avantage au niveau du suivi clinique pour nous. Une infirmière qui perfuse vient nous voir, bon, docteur Untel, votre patient, telle affaire. Là. Alors, c'est un encadrement intéressant là, qu'on a ici. Avis aux intéressés qui veulent venir nous joindre. Puis ils ont toujours accès aussi à l'infirmière. Là, ils appellent beaucoup quand même les patients là, dès qu'ils ont des symptômes. Donc, ça aussi, c'est un certain filet de sécurité là, avec les infirmières des cliniques qui sont toujours disponibles. Oui. Ah oui. Et à Moncton? Alors, moi, c'est vrai qu'en début de maladie, quand c'est le moment du diagnostic, de débuter un traitement, de s'assurer que le traitement est bien toléré, je vais les revoir beaucoup. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous inquiétez pas, je vous harcèle au début, mais dès que ça ira bien, on se verra beaucoup moins. Parce que, voilà, c'est vrai quand je les vois peut-être dans les premiers 6 mois, je dois les voir 2 ou 3 fois. Et puis après, une fois que le traitement fonctionne bien, au bout de 6 mois, je les revois quand même avec une IRM cérébrale de contrôle pour m'assurer qu'il y a une stabilité radiologique. Et après ce passage-là, ça peut être 6 mois ou 12 mois en fonction des patients et puis en fonction de la surveillance du traitement aussi. Bon. Dr. Mirzan? Yes. Just in the interest of time, we have quite a bit to cover. If you could just go through the next section a little more quickly, please. Okay, sorry, I apologize. No problem. It's a good discussion. I just don't want to, in respect of everyone's time, I don't want to make this a really, really long meeting. Okay. Thank you. So do you want to give me the next slide, please? Yes. So I can follow. We're at slide number 18. Is that correct? Yeah, critères d'inclusion. OK, c'est ça. Ben, je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé des premiers traitements qui sont disponibles. On va regarder je pense, hold on, I am, excusez-moi. I think then in terms of time, because we've covered, on a couvert beaucoup d'éléments dans notre discussion. Je vais voir si on peut avancer. Ah oui.
on avait posé comme question combien de temps s'était écoulé, can you give me slide number 20, please, entre le diagnostic et l'instauration du traitement. Alors, là, c'était fantastique de voir que la plupart du monde se situait entre 1 mois et 6 mois. Est-ce que c'est le cas un peu partout, Québec, de l'Est et de l'Ouest, ainsi que Moncton, que les patients, vous êtes capables d'avoir moins de 6 mois entre le diagnostic et le début du traitement? 1 mois, c'est assez rapide. Là, je dirais plutôt 3 à 6 mois, d'autant plus qu'on a tendance souvent à hyper vacciner nos patientes et patients pour les couvrir avec tout ce qui bouge au cas où on doit leur donner une médication agressive plus tard, même si au début, la maladie est plutôt bénigne. Alors ça prend du temps. Alors, il y a un certain nombre de mois. Alors, je dirais plutôt 3 à 6 mois que 1 à 3 mois. Et Ludivine, votre expérience dans l'Est, est-ce que c'est similaire ou est-ce que vous avez plus de délai avec les résonances magnétiques? Alors, c'est pas l'accès aux résonances magnétiques qui augmente le délai, mais vous avez parfaitement raison, on n'est pas bon, je pense, sur le début de maladie à cause de l'accès aux neurologues. Alors, depuis que je suis arrivée, j'essaye de plus en plus de raccourcir ce délai en faisant attention à toutes les demandes que je reçois, en voyant en priorité les patients qui ont des suspicions de sclérose en plaques. Mais malheureusement, j'ai reçu des patients qui avaient une sclérose en plaques récurrente, rémittante depuis 5 ans, sans traitement. J'étais la première neurologue qui voyait. Et ce n'est pas des cas isolés. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Ou alors, ils ont déjà vu des neurologues qui étaient des neurologues qui étaient plutôt dans la pensée plus ancienne où « oh, il a fait une petite poussée, ça va bien, il n'a pas besoin de traitement ». Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de patients qui n'avaient pas accès à leur traitement pendant plusieurs années, parfois par défaut de diagnostic, parfois par défaut d'accès au neurologue et puis parfois par mauvaise information aussi. Donc, ça tend à se réduire. C'est un des travaux qu'on est en train de mettre en place actuellement au Nouveau-Brunswick. Bon, mais il y a quand même juste 7 journées dans une semaine et il faut de temps en temps souffler. Alors, mais c'est bien, on vous félicite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Par exemple, dans les cliniques de SEP, Madame Vachon ou Boutin, c'est à peu près ce que vous avez en dedans de 3 à 6 mois, oui. L'intervalle pour le traitement à une patiente qui arrive ou un patient qui arrive qu'il faut mettre sur une première ligne? Oui, normalement, c'est ça. Nous, on est notre clinique de sclérose en plaques est dans un centre de réadaptation. Les médecins vont diagnostiquer à l'hôpital. Normalement, un coup que le diagnostic est tombé, on peut voir, nous, les patients, peut-être dans un délai de 4 à 6 semaines après. Pour les rencontrer, leur parler de la maladie, leur donner certaines informations par rapport aux poussées. On a un document qu'on a monté, les infirmières, pour leur expliquer c'est quoi, de leur donner nos coordonnées. Souvent, le patient va comme choisir la journée qu'il va nous rencontrer. Et puis, par la suite, le temps de faire les examens, tout ça, ça peut prendre peut-être 1 mois en tout. Fait que peut-être qu'ils peuvent commencer au bout de 3 mois, tout dépendant s'ils ont besoin aussi, comme le Dr. Allais disait, des fois, ils ont des vaccins qu'ils veulent recevoir, mais souvent, en première ligne, ils vont commencer sans avoir leur vaccin. Fait que oui, ça représente un peu, là, c'est de 3 à 6 mois à peu près, là. Et le temps que ça soit accepté aux assurances, qu'ils paient les prises de sang, etc. D'accord. So, Stuart, can we get slide number 22? Alors là, à peu près 88% des neurologues dans l'étude avaient dit que les patients avaient été en contact. On avait demandé s'ils avaient été en contact ou pas et ont répondu que non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait noté que 18% des patients avaient des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. Alors, je trouve ça intéressant parce que, je ne sais pas, j'ai plusieurs patients qui ont d'autres maladies. J'ai une patiente qui a
un psoriasis, une autre qui, en même temps que sa sclérose en plaques. Alors, je trouve ça intéressant d'avoir cette information. Est-ce que c'est à peu près tout le monde, c'est rare que ceux qui ont été en contact avec la tuberculose ou ce que ça représente? Oui, c'est rare, là, dans mon cas. Là, oui. Oui. En fait, je me souviens pas la dernière fois. Okay. Pareil à Moncton. Bon, parfait. Alors, so can we see slide number 23? Alors, on demande le tableau clinique du patient au moment du diagnostic. Alors, j'imagine que Ludivine, votre patiente qui a attendu 5 ans pour voir un neurologue et se faire diagnostiquer, se retrouver avec un syndrome multifocal et pas avec une maladie monosymptomatique comme celle qu'ils ont présentée dans le premier cas. Oui, malheureusement, oui. OK. Alors donc, ça se répartissait un tiers avec des symptômes, syndrome multifocal. Alors, if we go now to, j'essaie d'avancer avec le temps parce qu'on apprécie que vous preniez une belle soirée d'été pour nous parler. Alors, slide number 24, please. Alors là, je ne vais pas poser la question à Emmanuel, mais on va demander à Dr. Ali, qui, je pense, a une pratique de plus de 10 ans. Comment est-ce que vous comparez ce scénario dans lequel on nous dit que 73% reçoivent un traitement 6 mois après le diagnostic? Est-ce que je sais que moi-même, ayant pratiqué plus de 10 ans, est-ce que c'était la même chose il y a 10 ans? Qu'est-ce qui est réfléchi? Je pense qu'on a une tendance au fil des 10 dernières années à traiter plus précocement, parce que il y a des études solides qui ont sorti qui disent que c'est mieux de traiter de façon précoce en termes de pronostic et d'incapacité. Est-ce que c'est 73% maintenant, 6 mois ou moins? Je trouve ça peut-être même un peu optimiste, mais si c'est ça, tant mieux, tant mieux. Ah, ouais. OK. Qu'est-ce qui n'a pas changé dans votre pratique en 10 ans, en plus de 10 ans? Oh, monsieur, vous avez une question ouverte, là. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Pouvez-vous me... En termes, oui, on ne va pas faire toute la neurologie, mais en termes des patients, est-ce que vous pensez que les patients la maladie est moins agressive que ce qu'on voyait maintenant avec toutes les molécules qui sont sorties sur le marché et qu'on a plus tendance, parce que, vous pratiquez avec Dr. François, et puis Dr. François, j'imagine, nous le connaissons. François Jacques, oui. François est un prénom, oui. Oui, j'excuse. Dr. Jacques, c'est correct. Merci, j'y suis pas. Alors, lui, il avait donné une conférence que je n'oublierai pas, dans laquelle il a dit qu'on devait être plus comme les rhumatologues et être beaucoup plus agressif dès que le patient se présentait, puis d'essayer d'enrayer la maladie et de ne pas passer, tu sais, d'une première à une deuxième, à une troisième ligne, mais plutôt d'aller d'emblée vers un traitement plus agressif. Alors, il y a 2 éléments. C'est sûr qu'avec toutes les molécules et puis des dépistages et tout ça, puis le fait qu'en général, il y a un peu plus de neurologues, là, même au Québec et au Nouveau-Brunswick, font que peut-être qu'en statistiquement, on voit un peu moins de cas sévères d'emblée, mais c'est vrai qu'on a une tendance, en général, à traiter précocement, et nous, entre autres ici, on a une tendance à être agressif, là, au niveau, par exemple, de l'utilisation de Tysabri. Ça, c'est des éléments qui ont changé, effectivement. Notre clinique ici, on fait partie des 11 cliniques initiales au Canada qui participaient à l'étude de Tysabri avant que le développement de PML et tout ça. Là. Alors, on est quand même assez familier avec la molécule. Oui. Alors, ça a changé pour nous, peut-être. Est-ce que ça reflète la province ou le Canada? J'en doute. Oui, parce que comme Dr. Lapointe nous disait, vous nous disiez tantôt que Tysabri n'est pas disponible en Colombie-Britannique aussi facile qu'au Québec.
Non, c'est disponible, c'est très disponible, mais la molécule n'est pas, disons, favorisée dans les choix, parmi les choix. Donc, en fait, les gens vont préférer utiliser autre chose, du Lemtrada, de l'Ocrevus, maintenant que c'est disponible, plutôt que le Tylabri, là. En raison, premièrement, des rebonds, là. Il y avait eu plusieurs mauvaises expériences avec des rebonds. Puis aussi parce que finalement, moi, ce que je trouve, c'est que souvent, les patients sont GC virus positifs ou vont le devenir. Et puis là, à ce moment-là, de traiter 2 ans avec du Tylabri, c'est pas suffisant pour que la maladie ne soit plus considérée comme agressive. Et là, on est obligé de les transitionner vers Ocrevus ou Lemtrada ou, je sais pas, Fingolimod ou ce que vous utilisez. Puis là, il y a le switch, là, ça peut être problématique chez certains patients pour différentes raisons. Donc, en fait, le Tylabri était disponible et le Lemtrada n'était pas disponible, mais il y avait beaucoup plus de Lemtrada qui se prescrivait là, à Vancouver que de Tylabri. Ah bon? Oui, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait beaucoup de fonds privés qui aidaient, je pense, à ce côté-là. Oui, c'est ça. Il y avait, quand les patients avaient des assurances privées, là, c'était les assurances qui payaient, mais sinon, c'était la compagnie. Mais c'est plus le cas maintenant, là. Oui, à Vancouver, vous avez une grosse expérience avec le Lemtrada. Je pense que vous êtes rendu à 100 quelques patients, c'est ça? Plus que ça, je pense qu'ils sont rendus presque à 200, là. Wow. Et que ça va vite. Je vous dis pas que moi, j'en prescris tant que ça, là. Oui. Mais c'est sûr que, là, ici, j'utilise du Tylabri parce que c'est ça qui est disponible en première ligne, mais il y a beaucoup de patients que j'ai reçus de mes collègues que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient sous Tylabri avec un index à 2,7, là, ou, très élevé. Puis c'est sûr que moi, ces patients-là, là, je préfère commencer par une autre molécule plutôt que, de prévoir un switch dans 2 ans, là. Oui, c'est évident. Après, moi, personnellement, je réserve vraiment le Lemtrada pour des cas très agressifs parce que le nombre d'effets indésirables auto-immuns est tellement élevé. On en est rendu à 42% dans les 4 ou 6 ans, si ma mémoire est bonne. Et il peut y avoir des cas, des maladies auto-immunes vraiment graves, vraiment délétères. Et puis, ne serait-ce qu'un problème thyroïdien, c'est pas évident à gérer. Ça peut donner de la fatigue, des troubles de l'humeur. Ça peut donner vraiment des effets, une qualité de vie qui va être moins bonne pour le patient, même si c'est pas si grave que ça. Et voilà. Donc, c'est vrai que le Lemtrada, je l'ai déjà mis même en première ligne pour une jeune patiente qui avait eu une première poussée terriblement grave avec des lésions très nombreuses cérébrales. Et c'était avant que l'Ocrevus sorte et avant que la Cladribine sorte. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait mon premier choix pour cette patiente-là. Je pense que je la mettrais plutôt sous Cladribine ou sous Ocrevus. Oui, en fait, c'est sûr, la discussion n'est pas par rapport au Lemtrada, là, mais dans le fond, moi, c'est sûr que quand ça m'a surpris, là, la quantité de Lemtrada qui était prescrit dans mon fellow quand je suis arrivée, mais finalement, je peux pas me souvenir d'un seul patient qui n'était pas satisfait de son traitement malgré qu'il avait développé un problème thyroïdien. Moi, c'est plus les problèmes rénaux là, qui me font peur, mais j'essaie d'éviter chez les patients plus à risque, fumeurs ou qui ont des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez eu des cas de purpura? Oui, on en a eu. Oui, t'en avais eu? OK, nous aussi. Oui. Oui, mais nous, par exemple, il avait très bien répondu au traitement, là, ça avait bien été. Oui. Mais c'est ça, la plupart ont tous un peu les problèmes avec la thyroïde. C'est ça. OK. Stuart, slide number 25, please. Okay. Alors, on avait demandé si les gens, avant de commencer le traitement, avaient fait l'échelle EDSS, et je pense que c'est sorti quasiment à 98%, on s'attendait à ça. Par contre, combien de vous utilisent le Single Digit Modality Test? Parce que j'ai eu une discussion de ça avec mon
ergothérapeute et puis moi je l'utilisais pas avant que j'ai de façon régulière. Nous, on l'utilise de façon régulière seulement pour les cas de perfusion. Magnétique. Oui, c'est un test cognitif, là. Simplement pour les molécules de haut niveau, on pense Lemtrada, Ocrevus, Tysabri. Et dans Tysabri, on fait même un suivi. Maintenant, moi, je l'utilise pas là, pour les autres molécules ou d'autres traitements. J'ai même été déçu là dans le cas j'ai eu un cas de PML et puis le SDMT avait pas changé. Alors, tu sais, des fois, on se dit, ça peut être une façon de voir ça pas aussi une atteinte cognitive. Là. Alors, c'est un test parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à rajouter sur le digit test, là, modality test? Single digit modality test, oui. Oui. On a ça l'utiliser, mais on n'a pas beaucoup de temps là, pour le faire. Fait que, c'est pas long, mais c'est plein de choses pas longues. À un moment donné, ça finit que c'est long. Nous, c'est notre infirmière qui le fait, là, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire même. Non, c'est ça, mais mon infirmière a fait plein de temps supplémentaires déjà, là, donc. Oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on essaye d'utiliser parfois le 9 trous, le test des 9 trous, le 9-hole test. C'est quoi? Oui, moi je l'utilise. Oui, on utiliserait plutôt celui-ci, pas assez systématiquement par défaut de temps ou d'accès au test. Le SDMT, on l'utiliserait plutôt dans le cadre de la recherche, mais pas forcément en suivi clinique. Ouais. OK. C'est ce que je le fais aussi, moi, le 9-hole peg test, surtout dans le Parkinson. OK. Slide number 26. On a posé la question, est-ce qu'on demandait aux patients, est-ce qu'on faisait un dépistage pour la dépression et si on utilisait, alors la plupart du monde, ça s'est divisé que 48% ne faisaient pas, ne vérifiaient pas pour la dépression, 47% posaient quelques questions, puis j'ai parlé avec Dr. McKenzie qui est de l'Ontario, puis lui, il disait que c'était vraiment, il posait des questions, est-ce que vous êtes toujours employé pour voir si, c'était très court parce que on est limité, comme quelqu'un disait tantôt, dans le temps pour ces patients-là. Est-ce qu'il y a des gens qui font le Beck Depression ou le Hospital Anxiety and Depression Scale? Le Beck, nos infirmières l'administrent assez souvent quand elles voient là, que quelqu'un semble pas trop bien aller, mais c'est pas de façon systématique à chaque patient. Non. OK. Est-ce que vous, et puis donc est-ce que vous posez les gens se sont divisés en est-ce qu'on vous demande on pose la question pour la fatigue et puis ça s'est divisé comme un tiers les patients se plaignaient de fatigue, un tiers parfois et un tiers non. Alors est-ce que c'est une question que vous posez aux patients et est-ce que c'est un phénomène que vous remarquez, la fatigue? On va commencer avec Dr. Lapointe. Oui, c'est une question que je pose systématiquement, puis je dirais que peut-être au moins 70-80% répondent oui, là. Donc, à un certain degré qui varie évidemment là, selon les patients, mais je trouve que c'est très, très, très fréquent. La grande majorité qui ont un certain degré de fatigue qui va les limiter légèrement au moins, là. Est-ce que vous faites des investigations si un patient, vous le revoyez en follow-up et puis se plaint d'une fatigue extrême plus que celle habituelle et ça vous met une puce à l'oreille pour répéter une résonance magnétique pour s'assurer qu'il n'a pas fait une autre poussée? Oui, mais également, je vais chercher des causes alternatives. On sait qu'ils ont plus d'apnée du sommeil, les patients qui font de la sclérose en plaques, donc je vais questionner pour ça. Si j'ai un doute, je demande une polysomno. Je vais faire aussi des bilans métaboliques. On disait tout à l'heure qu'il y avait plus de maladies auto-immunes, donc ils pourraient avoir de l'hypothyroïdie là, sans avoir reçu du Lemtrada. Donc, c'est ça. Je vais chercher les autres causes. Métabolique, la polysomno. Ensuite,
ça dépend du degré de la fatigue. Là, je trouve que quand ils sont fatigués, ils se détériorent de façon globale. Puis s'il y a vraiment une détérioration fonctionnelle significative, là, à ce moment-là, moi, personnellement, oui, j'ai tendance à faire des IRM parce que ça m'est arrivé quelques fois là, qu'il y avait beaucoup de lésions rehaussantes qui n'avaient pas donné de poussée en tant que telle, mais plus une genre de détérioration globale avec beaucoup de fatigue. Là. Mais c'est ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Oui. Ben moi, je pourrais dire, on est dans un centre de réadaptation. Alors, quand des fois, les patients nous appellent, puis ils sont fatigués, tout ça, des fois, on les fait voir par l'ergothérapeute qui les rencontre, puis ils vont faire comme une évaluation de la gestion de la fatigue, de l'énergie. Elle va donner des trucs, puis essayer de voir avec eux leur gestion de leur temps, etc. Parce que la plupart des patients, ils souvent vont se plaindre de fatigue. Si la fatigue est vraiment, on va informer le neurologue, puis à ce moment-là, des fois, il va le rencontrer. S'il y a des fois aussi, on peut les faire évaluer en neuropsychologie, parce que des fois, ils ont des problèmes de concentration, fatigue cognitive. Ils ont des problèmes au travail, donc on les fait voir en neuropsychologie. Bien, ça me fait une bonne transition pour slide number 27, please, Stuart. On pose la question lors de l'instauration du traitement, est-ce que le patient avait d'autres troubles concomitants ou de facteurs de risque? Et on voit que, il y a 50% qui n'en ont pas, mais il y a un quart quand même qui ont anxiété et dépression. Et je pense que l'idée qu'il soit vu par un ergothérapeute pour essayer de proposer des techniques de relaxation pour diminuer l'anxiété, c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez accès, Ludivine, à une équipe qui vous permet de gérer les patients avec anxiété? Alors, l'accès en psychiatrie est très limité. En revanche, on a 2 neuropsychologues, une dans le privé et une hospitalière à qui on peut adresser des patients et qui font vraiment une très bonne évaluation complète parce que c'est sûr que ces patients-là, c'est souvent tout intriqué. On a du mal à savoir si les troubles de la concentration viennent de la fatigue, viennent de la sclérose en plaques, viennent d'une dépression sous-jacente. Donc, le bilan neuropsychologique peut nous aider à faire la part des choses. Et puis, personnellement, j'essaie toujours de recommander aussi des règles hygiéno-diététiques, de sommeil, d'adaptation à l'effort aussi, d'essayer tous les jours de faire un tout petit peu plus, parce que c'est des patients qui vont essayer de se reposer le plus possible, qui vont limiter leurs efforts et qui vont être complètement déconditionnés à l'effort, ce qui va par le fait augmenter leur fatigue, mais aussi augmenter leur syndrome anxio-dépressif parce qu'ils se renferment sur eux-mêmes, ne sortent plus. Et du coup, essayer d'inverser un peu ce cercle vicieux, ce qui est très difficile, mais ce qui montre la meilleure efficacité, mieux que les molécules ou que d'autres prises en charge. Et aussi, on a un petit peu accès à des orthophonistes qui vont pouvoir faire des bilans de la rééducation orthophoniste, mais dans le sens plutôt de la mémoire et de la concentration. Donc, voir les patients en séance individuelle pour essayer de les remonter un petit peu. Alors, la liste d'attente est assez longue, mais une fois qu'ils sont pris en charge, les patients sont extrêmement satisfaits. Wow, c'est super, ça. Fantastique. OK. Can we get slide number 28? Alors là, c'était combien, on avait posé la question lors de l'instauration du traitement, c'était quoi le scénario pour la planification familiale, et 3/4 des neurologues avaient répondu qu'il n'y avait pas de grossesse prévue. Alors, ensuite, on slide number, alors est-ce que c'est à peu près ce qu'on voit à travers le Québec et
le Nouveau-Brunswick que la plupart des patients ne planifient pas d'emblée une grossesse ou... C'est difficile à répondre de façon précise, là, mais ça peut peut-être refléter le fait qu'on a différents groupes d'âge dans les patients qui se présentent en diagnostic. Bien que souvent, c'est des jeunes femmes, là, mais c'est pas seulement des jeunes femmes. Est-ce que vous remarquez, Dr. Allais, que vos patients, moi je ne sais pas, mais je remarque que j'ai des patients plus âgés maintenant qui ont une première poussée 40 ans passés? Oui, depuis 10 ans, oui, moi aussi j'ai trouvé. Oui. Alors ça vient fausser un peu les données. Oui, ben c'est ça. Alors, c'est ça que... Oui, exactement. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voit quelque chose à rajouter ou on peut passer à la diapo numéro 29? Can you give me slide number 29, please? Yes. OK. Alors, dans la diapo 29, c'était lors de l'instauration du traitement. Est-ce que les immunisations étaient complétées et à jour? Alors, j'imagine que dans le 40 qui ont répondu oui, dont Dr. Allais, comme vous avez dit tantôt, que tous vos patients, vous les immunisez avant de débuter les traitements. Je pense que c'est là que vous... La grande majorité, oui. Oui, la grande majorité. Et puis, on se retrouve donc avec 35 où l'information n'était pas disponible. Est-ce que... Et puis, à Sherbrooke, Dr. Lapointe. Oui, bien nous aussi, on essaie de les immuniser, en fait, dès le diagnostic, là, même s'ils sont dans le processus de choisir un médicament, ou on essaie de mettre à jour le carnet de vaccination le plus tôt possible parce que, comme on disait tout à l'heure, on gagne beaucoup de temps. Donc, le plus possible, là, on essaie que ça soit à jour lorsqu'on commence le traitement. C'est sûr que des fois, on a eu des petits problèmes parce que c'était long avant qu'ils puissent se faire vacciner. Donc, on ne veut pas non plus retarder le traitement de 6 mois pour la vaccination, là. Puis, il y a quand même, dépendamment du traitement qu'on commence, les vaccins non vivants peuvent aussi être reçus là, sous Copaxone, là, disons. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que nous aussi, on essaie de mettre le carnet à jour le plus tôt possible. À Moncton, depuis quelques mois, on le fait de façon systématique pour tous les patients aussi. Il y a un nouveau vaccin pour le zona là, qui serait bénin, là, même si c'est des immunosupprimés, là, sauf que souvent les gens doivent défrayer le coût, là, qui est autour de 200 $. Oui, puis moi, j'ai des problèmes. En fait, les infirmières ne veulent pas l'administrer, même si le patient veut le payer. Ah oui? Oui. Je ne sais pas si vous avez le même problème. Non, quelle est la problématique qu'ils refusent? C'est-à-dire qu'ils disent que c'est pas indiqué. Donc là, bon, il faudrait qu'on leur administre nous-mêmes. Là, je pense que c'est ça qu'on va commencer. Les infirmières disent que c'est pas indiqué? Oui, les infirmières là, de la clinique de vaccination, en fait, ils n'écoutent pas beaucoup nos recommandations. Ah, OK, ouais, oui. Ça, c'est sous l'égide du CLSC? Exact. Mm-hmm. Ah oui, là, les CLSC, là, c'est un problème. Oh, c'est un grand problème. Donc, mais il y a des pharmacies qui, enfin moi, où je travaille, la pharmacie offre le service de vaccination. Alors, j'ai juste à faire... Il faut payer, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à le payer. Oui. Hein. Je trouve, là, puis oui. C'est ça. OK. Can we have slide number 30, please? Yes. Alors, les répondants dans quelle était la sévérité de la maladie lors de l'instauration, on avait comme juste 8 qui avaient une sévérité élevée et presque 50 où la maladie était peu élevée. Je pense que, comme on disait tantôt, on voit des gens avec les... Enfin, sauf pour Moncton, je vais vous éliminer de ça, où les gens se présentent, c'est une première poussée, puis on les voit assez rapidement. Je pense que ça, c'est ce qui se passe maintenant dans les 5 à 10 dernières années. Est-ce que j'imagine que, Dr. Allais, vous êtes d'accord avec ce... Ben, je pense aussi que nous-mêmes, nous sommes mieux éduqués aux facteurs de mauvais pronostic. Alors, ce qu'on considérait peut-être il y a 15 ans comme une sévérité légère, on sait maintenant que c'est une sévérité peut-être modérée. Si on voit, par exemple, l'aspect radiologique, la résonance magnétique, le nombre de poussées, tout ça. Oui. OK.
là, can we have slide 31? Yep. Alors, on dit que lors de l'instauration du traitement, le nombre de lésions en T2 chez les patients se situait entre 6 à 20 et dans la maladie, ça c'était donc entre 44 et 54 entre peu sévère et sévère. Est-ce que vous avez des problèmes avec vos radiologues qui vont compter les lésions? Parce que moi, avec l'hôpital neurologique, j'ai souvent des rapports qui me disent moderate burden of disease, donc ou severe. Ils ne comptent pas mes lésions, sauf pour le tronc cérébral et en cervical. Est-ce que vous avez cette expérience-là ou parce que après il faut que je retourne puis je demande. Vous parlez de l'Institut neurologique de Montréal qui compte pas les... Oui, il ne compte pas. C'est bizarre, hein? C'est le cordonnier mal chaussé, là. C'est bizarre. Oui. Fait que j'ai, tu sais, this patient has a moderate amount. C'est quoi moderate pour toi? 6 ou 10 ans? Faut l'envoyer en privé au docteur Doug Arnold. Oui, mais Doug Arnold ne lit pas des résonances en privé. C'est Dr. Tampieri. Ah oui, d'accord. OK. Puis effectivement, vous soulevez quelque chose d'intéressant, c'est que tout dépendant du radiologue, légère, modérée ou sévère, ça signifie pas la même chose, là, tu sais. Alors, Non. moi, nos radiologues ne comptent pas les lésions. C'est pas quelque chose qu'ils sont habilités à faire, je pense. Ils ne les comptent jamais. Donc moi, je les compte. Je fais le travail de radiologue. Et puis parfois, je découvre des choses qu'ils n'avaient pas vues. Donc je vérifie le rapport et je dis, tiens, ils n'ont pas vu la prise de contraste à cet endroit-là. Puis je les rappelle. Donc non, on n'a pas des radiologues spécialisés en neurologie. Donc je comprends bien qu'ils ne peuvent pas tout connaître par cœur, les démences, les cerveaux, les os, donc non, on a un accès très facile à l'IRM. En revanche, ça, il suffit que je passe un coup de fil et puis j'ai mon IRM dans les 2-3 jours. C'est vraiment très très facile et très amical. En revanche, je ne peux pas leur demander de compter les lésions. C'est quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire. Nous, ils les comptent jusqu'à temps à un point où ils disent innombrables. Oui, exactement. Innombrable à ce moment-là. Je suis toujours d'accord. Ça fait très long à compter. Donc, ça va bien. Plus important, ils comptent toujours les nouvelles lésions. Donc, ça, c'est bon. Oui, nous aussi, ils comparent très bien. Ils comparent avec la dernière IRM et puis ils disent si c'est stable ou s'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Ça, ils le font très bien. Oui, nous ça, aussi. Nous aussi. Pour moi aussi. Slide number 32, please. Alors, dans l'étude, il y avait la majorité, il n'y avait aucune lésion qui était rehaussante au gadolinium. Donc, chez 59% des patients, le nombre de lésions. Et puis, il y a à peu près un tiers qui ont répondu sans objet. Alors, j'imagine que c'était ceux qui n'ont pas demandé des résonances magnétiques avec gadolinium. Alors, docteur Allé et Lapointe, est-ce que c'est facile au CHUS et à Gatineau d'obtenir une gado? Il y a toujours une certaine difficulté. On est peut-être moins agressif dans le gado, là, mais on en utilise, là, mais peut-être moins qu'il y a un certain nombre d'années. Oui, ça fait toujours partie des problèmes. Oui. OK. Can we see slide number 33, please? Yes, and just to give you a heads up, Dr. Mirazan, we have about 10 minutes left scheduled. OK. Oh boy. Là, on voit que au niveau du tronc cérébral, il y avait à peu près 2,8 lésions qui étaient notées chez les patients. Donc, on sait maintenant que c'est un cas de mauvais prognostic et donc il faut être plus agressif avec ces patients-là. Mais ce qui est intéressant dans... can you show me slide 34, please? Yeah. C'est que malgré qu'il y avait des lésions au niveau du tronc en cervical, il y avait la sévérité de la maladie était il y avait 51% des patients qui avaient une sévérité qui était peu élevée.
Alors, je pense que ça, c'est peut-être parce que les patients sont dans la première année suite au diagnostic, parce que c'est quand même à long terme quelque chose où il faut s'inquiéter. J'imagine que on voit ça, c'est toutes les études ont montré ça. Docteur, allez, vous êtes, comment est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là? Oui. Je ne vais pas trop élaborer là, parce qu'on ne veut pas sortir du Sénavert. D'accord. Je suis de garde d'un festival d'appel. Je pense que en termes de, juste pour continuer dans les diapos, je pense que celle qui, on va sauter à, can we jump to 36? Slide 36. Donc, parce qu'il me reste 10 minutes, là, je vais vous laisser avant le coucher du soleil. Alors, on a 70% qui se rétablissent après la première poussée. Et je pense que, à part Ludivine qui, à Moncton, voit malheureusement les patients après plusieurs années, ceux qu'on voit de nos jours, c'est à peu près ce qui se passe. Est-ce que c'est ça ce que le son de cloche qu'on a aussi dans les cliniques de sclérose en plaques, Madame Boutin et Vachon? Oui. Bon, oui, la plupart, au début, là, c'est ça, ils vont récupérer. Parce qu'on les voit très tôt, après le diagnostic. Donc, parce que pour récupérer, qu'on dise que c'est vraiment une récupération, que c'est pas une séquelle, on faut attendre comme une année, hein, avant de dire qu'ils ont complètement récupéré. Ça peut aller jusqu'à une année. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Fait que là, in slide number 37, dans la diapositive 37, on vous a ramené le fameux diagramme de l'article du Canadian, le journal canadien de neurologie. C'est l'article de Friedman et compagnie, qui est les différents boutons dans lesquels on a les poussées, progression, puis l'IRM. Est-ce que vous utilisez ça dans votre classification du patient? Alors, Ludivine, c'est un article qui a été publié, je pense, là, c'était à peu près il y a 4 ans, et puis qui est présentement, il va avoir il y aura une deuxième étude. Je sais que Dr. Selchin et Dr. Friedman ont envoyé un questionnaire que j'ai reçu et dans lequel je pense que c'est en vue de faire des améliorations à ça. Est-ce que vous regardez, parce que je pense que c'est ça qu'on a discuté toute la soirée, c'est en fonction des nombres de poussées que le patient a, la vitesse de la progression et de la résonance magnétique qu'on fait les choix pour les médicaments. Can we have slide 37? Oh, sorry. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Oui. Quel poids, quel facteur mettez-vous plus de poids? Les poussées, la résonance magnétique? Autant les deux, je crois. Hein. Ouais. Mm-hmm. Puis la progression aussi, oui. 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 OK. Oui. En fait, c'est un ensemble. Là. Ouais. Oui, C'est ça. absolument. Et puis tout dépend du patient. Un patient peut... On a l'habitude de certains patients qui vont toujours revenir avec des nouveaux symptômes et on n'arrive plus à savoir lesquels sont des poussées, lesquels sont des plaintes d'anxiété ou quoi. Donc cela, on se fie plus à l'IRM et puis d'autres patients qui sont différents, on se fie plus à leur clinique. Donc, ouais, c'est un ensemble. Mais on est aussi, il me semble, plus agressif que dans l'article. Oui, ben c'est pour ça qu'il va faire une autre mouture qui va sortir bientôt, là. Oui.
Oui, nous aussi, on est, enfin, moi je suis beaucoup plus agressive que l'article aussi. Can we have slide 38 now, please? Okay. Alors, je me demande si beaucoup d'entre vous ont des problèmes avec l'observance thérapeutique, c'est-à-dire, est-ce que les médicaments... On sait que, par exemple, un patient qui est sous Tysabri, on va recevoir un courriel qu'il a pris son médicament. Mais les autres patients qui, par exemple, prennent des pilules, on va pouvoir voir par s'ils ont une lymphopénie ou pas. Mais dans un cas, par exemple, le Copaxone, il y en a beaucoup qui sautent les doses. Je ne sais pas si... Ça, pour la compliance. La compliance, en fait, ça va être ceux qui vont être le moins compliants, c'est surtout les injectables là, qui le diront pas nécessairement non plus. Mais lorsqu'on parle des troubles avec du Péros, en fait, les patients vont plus manifester là, des effets secondaires qui les dérangent. Fait que, par exemple, nausées, douleurs abdominales. Oui, ils vont être plus enclins à nous le dire, tandis que parfois avec les injectables, surtout s'il y avait peu d'autres options pour ces patients-là en particulier, puis que c'est plus la dernière une dernière option là, pour les injectables, les gens ont moins tendance à nous en parler, ils vont sauter des journées. Ouais. Pour moi, les problèmes de compliance, c'est comme l'apnée du sommeil. Plus on en cherche, plus on en trouve, là, surtout avec les injectables, comme vous dites. Ouais. Il y avait une infirmière à Montréal qui posait la question aux patients, elle disait, écoutez, dans le dernier mois, combien de doses vous pensez que c'est arrivé dans le dernier mois que vous n'avez pas pris? Puis des fois, il y avait des réponses là quand même surprenantes, là, mais des fois, les gens étaient honnêtes et disaient, ben ça arrive là une fois par semaine, ou c'était quand même, mais elle était très ouverte dans sa question, là. Puis ça fait partie des raisons aussi, lorsqu'on fait le choix du traitement, on regarde aussi avec le patient qu'est-ce qui va être le plus facile selon son mode de vie pour, tu sais, fait que quand on a le choix entre deux traitements, si on se rend compte, disons, un Péros une fois par jour versus 2 fois par jour, si la personne a va avoir plus tendance à être compliant, on va y aller vers plus une fois par jour que 2, là. Ou carrément, ils vont le dire une fois par semaine avec la Vonex. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Can you give me slide 39? Fait que ça, vous pouvez voir que les facteurs qui ont influencé la décision, c'était, on voit la préférence du patient, puis je pense que on l'a bien couvert comme vous dites, vous demandez aux patients qu'est-ce qu'ils préfèrent, s'ils ont peur des aiguilles ou s'ils veulent prendre un médicament 2 fois par jour ou 1 fois par jour. Et là, in slide 40, please, le choix du neurologue pour le traitement initial chez le patient, puis je pense que ce qui est ressorti, c'était que c'était surtout la préférence du patient, donc on se recoupait là-dessus. Là, on peut, if you give me slide 41, je vais essayer juste de finir, donnez-moi comme 2 minutes là. On se demande c'est quoi l'approche utilisée quand on prescrit le traitement initial. Donc, 60% ont discuté des différentes options et ont pris la décision ensemble. Et on peut se demander la façon dont on présente la matière aux patients, est-ce que ça va avoir une influence sur le choix qu'ils vont faire? Si je commence par l'Est, par Ludivine, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que vous demandez au patient, vous lui exposez les différents traitements injectables, Péros, dans les premiers traitements, comme ont été le traitement initial, et vous les renvoyez à la maison, puis ils vont lire et ils reviennent discuter avec vous, ou est-ce que ça se fait par là, et puis ensuite, où est-ce qu'ils rencontrent la deuxième fois une infirmière? En général, moi, je leur explique les différentes possibilités, je leur parle des effets indésirables, des rythmes, de tout ce qu'ils doivent savoir sur les médicaments. Et puis, je leur remets de la documentation qu'ils lisent à la maison, et quand je les revois la fois d'après avec tous les résultats du bilan préthérapeutique, c'est à ce moment-là qu'on décide. Je suis
presque sûre à 100% que j'incite toujours les patients vers un choix ou vers l'autre, vers ce que moi je juge le meilleur pour eux, même si j'essaie de leur donner le plus grand choix. Je crois qu'on ne peut pas ne pas les inciter, ne serait-ce que par le langage non verbal. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe. Quand les consultations ont lieu à la clinique de sclérose en plaques, il y a aussi l'infirmière qui va donner son avis, qui peut être parfois un peu différent du mien et qui peut indiquer le patient vers l'un ou l'autre des traitements. D'accord. Docteur Lapointe, à Sherbrooke, est-ce que vous présentez les différentes options et ensuite le patient revient vous voir, il discute avec vous, avez-vous une infirmière? Quel est votre rôle dans le choix? Oui, ben moi, ça ressemble à ce que Ludivine disait. Là. Donc, je vais leur présenter quand c'est un traitement de première ligne qu'on présente, catégorie injectable ou orale. Là, je donne des grandes différences entre les catégories. Ensuite de ça, je considère les injectables. Là, je vais plus en détail dans chaque médicament, mais toujours en soulevant, disons, les différences et les points communs entre les différents médicaments. Puis ensuite, si on choisit ensemble, là, pour moi, c'est important que le patient soit à l'aise avec le traitement qu'il prend. C'est important dans la relation thérapeutique aussi, je crois. Donc, ils vont en discuter d'abord avec moi, puis ensuite avec l'infirmière de la clinique de sclérose en plaques là, pour confirmer leur choix, s'ils ont d'autres questions, tout ça. Et, Dr. Allais, avez-vous quelque chose? Oui, je fais une première rencontre où j'explique en général, puis j'essaie de faire un choix ciblé entre 2 ou 3 molécules max. Notre infirmière ensuite les rencontre avec ce maximum de 3 molécules pour en discuter aussi plus amplement et selon une autre approche. Et ensuite, on a un autre meeting. C'est un peu la même chose. Oui. D'accord. Alors, c'est sûr qu'on a une grosse influence sur le choix du patient, c'est bien évident. Là. C'est sûr, c'est sûr. Alors, écoutez, je pense qu'on est arrivé à la dernière diapo, qui est la diapo 49. Alors, je pense l'exercice qu'on a fait, premièrement, vous avez droit à 3 crédits au niveau du Collège Royal. Et puis, est-ce qu'il y aura des changements dans votre pratique dans l'année qui suit suite à cette discussion qu'on a eue ce soir et l'exercice que vous avez fait reste à voir. Et puis, je vous remercie tous d'avoir pris une belle soirée d'été pour répondre aux questions et participer. Alors, bravo à tous. Merci infiniment. Alors, je vais commencer de l'Est. Ludivine, merci beaucoup. Merci à vous. Lapointe, merci infiniment. Madame Bastien et Vachon aussi. Et puis, finalement, Denis, nous, on est des vieux de la vieille, là. Fait. Ben oui. Mais écoute, Laetitia, je te remercie beaucoup d'avoir bien animé cette discussion, effectivement, dans cette belle soirée d'été. J'aimerais aussi particulièrement féliciter chaleureusement les Bleus de Ludivine. Ah ben oui, c'est vrai. On a regardé ça avec beaucoup d'émoi. Oui. On est très fiers de nos footballeurs, même si on a quitté le continent, on a regardé aussi et on est vraiment très très fiers. Oui. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir retourner chez vous au mois d'août à Lyon parce que je pense qu'il y a un meeting de sclérose en plaques. Ah non, j'ai pas prévu d'y aller. J'ai ma famille qui vient cet été, alors j'ai la chance de recevoir tout le monde, donc c'est pas moi qui me déplace. Bon, ils pourront manger du homard au Nouveau-Brunswick. Oui, et se régaler de plein de choses, oui. Merci infiniment, votre présentation était vraiment très intéressante et je suis vraiment ravie aussi d'avoir pu partager la pratique parce que les textes, on les connaît tous, on a tous toutes les connaissances, mais savoir comment on fait en pratique courante, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on devrait faire une rencontre et puis j'aimerais bien avoir votre courriel, puis on pourrait organiser quelque chose par la suite, peut-être, oui. Si tout le monde est d'accord. Oui, j'en serais ravie, oui. Merci, je dois vous quitter. D'accord, merci.
Merci. I'll stay on the line with you, Stuart. Okay. Hello? Merci à tous. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Thank you, Dr. Mirzan, for your presentation. Sorry to hurry you a couple times there. No, thank you. Thank you for putting me on track. But I think we've covered all of the slides. Yeah, most it was of them a about. very good discussion too. Yes. Now, do you need me? What is the next step from me that you need? I believe you are done. I don't think there is any additional work for you. Okay. So we're going to make sure that Biogen fulfills your contract and pays you the honorarium for participation. That's fine. And as you see, there is an interest in if you can get back to them and tell them that people are interested in basically meeting and discussing, and you learn things from your colleagues. I think it was interesting to hear the Lemtrada experience from the west from Dr. Lapointe, who had been in BC, and to see also, unfortunately, how hard it is in New Brunswick to see a neurologist. Yeah, there's always interesting to hear the differences east and west. Yes, absolutely. Okay, well, thank you very much, and you'll contact me if you need me again. All right? I will. Thanks very much for your help. Thank you so much. Take care.